Que vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Bonjour à toutes et à tous. Regardez bien, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale, et là, ces immenses empires coloniaux, français, britanniques, eh bien, ils semblent indestructibles, gravés dans le marbre pour l'éternité. Ils contrôlent un quart du globe, des centaines de millions de vies. On se dit que rien, absolument rien, ne peut les faire tomber. Et pourtant, c'est ça la question qui tue. Comment est-ce que tout ça a pu s'effondrer, et pas en des siècles, non, en moins de 30 ans, l'équivalent d'une seule génération? C'est complètement fou quand on y pense. C'est la grande question, la problématique parfaite pour le bac. Alors on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, mettons-nous d'accord sur le terme clé. La décolonisation, c'est quoi au juste? C'est très simple, c'est le moment où un territoire colonisé, donc dominé par une puissance étrangère, devient un État indépendant. Mais, et ça c'est super important pour la suite, il y a deux manières d'y arriver. Soit on discute, on négocie, et ça se passe plus ou moins pacifiquement, soit la puissance coloniale refuse de lâcher prise, et là, c'est la guerre. Gardez bien ça en tête. alors, pour attaquer notre problématique, on va utiliser un plan en deux temps. Un plan simple, clair, super efficace. Le genre de plan que les correcteurs adorent au bac. Première partie, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur même des colonies, toutes les tensions qui montent. Et deuxième partie, on va zoomer sur le contexte mondial qui a mis le feu aux poudres. Allez, on y va. On attaque donc notre première partie, parce que oui, bien avant que le monde entier ne soit secoué par de grands bouleversements, il faut comprendre que ça bouillonnait déjà de l'intérieur. Les germes de la contestation, ils étaient là, plantés au cœur même du système colonial. Et ça nous amène à un paradoxe qui est juste incroyable. L'idée que le système colonial a en quelque sorte créé ses propres fossoyeurs, qu'il a lui-même forgé les armes qui allaient le faire tomber. C'est fou, non? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, regardons ça de plus près. Alors, tout part d'une nouvelle génération, d'une élite locale. Imaginez des jeunes gens brillants comme Gandhi en Inde, Senghor au Sénégal ou encore Nkrumah au Ghana. Ils sont souvent envoyés par l'Empire dans les universités de l'Empire, à Paris, à Londres. Et là-bas, qu'est-ce qu'on leur apprend? Les grands principes de 1789, liberté, égalité, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sauf qu'en rentrant chez eux, ils se heurtent à une réalité totalement différente. Et c'est là qu'ils posent la question qui fâche. Vos belles valeurs, elles s'appliquent aussi à nous ou pas? C'est comme ça qu'ils deviennent les leaders et les porte-paroles des mouvements nationalistes. Et ce qui est super important de noter, c'est l'évolution de leurs demandes. Au début, ils ne sont pas forcément pour une indépendance immédiate. Non, souvent ils demandent juste l'égalité, plus de droits, d'être considérés comme des citoyens à part entière, au sein de l'Empire. Mais les métropoles restent sourdes, méprisantes. Et la frustration, elle monte, jusqu'au point de rupture. Et là, le discours change radicalement. Puisque vous ne voulez pas de l'égalité, eh bien on veut l'indépendance totale. Mais attention, une poignée d'intellectuels, ça ne fait pas une révolution. Pour que ça marche, il faut que le peuple suive. Et là, franchement, les leaders n'ont pas eu de mal à trouver du soutien. Pourquoi? Parce que pour l'écrasante majorité de la population, la colonisation, c'était une réalité brutale. Le travail forcé, des impôts qui écrasent, les meilleures terres confisquées par les colons, sans parler de la discrimination et de l'humiliation au quotidien. C'est tout ce mécontentement qui a servi de carburant à la machine indépendantiste. Ok, on a vu les causes internes, cette cocotte minute qui bouillait de l'intérieur. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Parce que cette cocotte minute, elle va être secouée par un véritable tremblement de terre mondial. Un choc qui va tout changer et créer l'opportunité parfaite pour les indépendantistes. Et ce choc, ce séisme, c'est bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Pour les peuples colonisés, c'est une révélation. Voir la France, la Belgique, les Pays-Bas s'effondrer en quelques semaines face à l'Allemagne, voir les puissances européennes se faire humilier par le Japon en Asie, ça a un effet psychologique absolument dévastateur pour les colonisateurs. Le mythe de l'homme blanc tout-puissant, invincible, il vole en éclats. La preuve est faite, les maîtres ne sont pas invincibles. Et quand la guerre se termine, le monde n'est plus du tout le même. Un nouvel ordre mondial se dessine et tout va très très vite. Regardez, dès 1941, la Charte de l'Atlantique parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En 1945, on crée l'ONU qui va devenir une plateforme incroyable pour les indépendantistes. En 1947, la guerre froide démarre et change toutes les règles du jeu. Et en 1955, la conférence de Bandung montre que les pays d'Asie et d'Afrique peuvent s'unir et parler d'une seule voix. Bref, le colonialisme est devenu indéfendable sur la scène internationale.
Au centre de ce nouvel échiquier mondial, il y a deux nouveaux géants, les États-Unis et l'URSS. Et le truc de dingue, c'est qu'ils sont tous les deux contre les empires coloniaux, pour des raisons complètement opposées bien sûr. Les Américains, eux-mêmes une ancienne colonie, le sont par principe, mais aussi pour ouvrir des marchés et stopper l'avancée du communisme. L'URSS, de son côté, voit dans les luttes d'indépendance un moyen parfait d'affaiblir ses ennemis capitalistes. Résultat, les vieux empires européens se retrouvent pris en étau. Et puis il y a l'ONU. C'est un acteur absolument clé. Pourquoi? Parce que l'ONU donne une légitimité, un cadre légal à ces combats. Sa charte, dès le départ, parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça devient une scène internationale où un leader africain ou asiatique peut venir plaider sa cause devant le monde entier. Et quand l'ONU vote des résolutions comme la 1514 en 1960 qui dit noir sur blanc « stop à la colonisation », ça devient une arme diplomatique hyper puissante. Donc un point essentiel à retenir, c'est que la décolonisation n'est pas un bloc uniforme. Il y a eu, grosso modo, deux scénarios. D'un côté, l'indépendance obtenue par la négociation. C'est le cas quand la métropole, sous la pression, finit par accepter de partir. Pensez à l'Inde, au Ghana. Et de l'autre côté, le drame, la guerre d'indépendance. Ça arrive quand la métropole s'entête, refuse de lâcher, ce qui mène à des conflits longs et sanglants, comme en Indochine ou en Algérie. Alors pour le bac, il faut des exemples précis. En voici 3 parfaits qui illustrent bien cette diversité. D'abord l'Inde, l'exemple classique de la décolonisation négociée grâce à la longue lutte non violente menée par Gandhi. Ensuite, le Ghana, super important, parce que c'est le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance pacifiquement en 1957. Il va devenir un modèle pour tout le continent. Et enfin, le cas tragique de l'Algérie. Une guerre de 8 ans, d'une violence extrême, notamment parce que c'était une colonie de peuplement, avec plus d'1 million d'Européens qui y vivaient. Allez, petite astuce de pro pour le bac. Pour vraiment marquer des points, il faut montrer que vous savez faire des liens logiques. N'hésitez pas à utiliser des phrases charnières bien construites. Par exemple, une phrase comme celle-ci, ça montre au correcteur que vous avez parfaitement compris que ce sont les facteurs externes qui ont donné le coup de pouce décisif au mouvement interne. C'est ça une pensée bien structurée. Voilà, on arrive à la conclusion. C'est le moment de tout rassembler, de remettre toutes les pièces du puzzle en place pour répondre de façon claire et synthétique à notre question du début. Alors pour répondre à notre fameuse question, pourquoi cet effondrement si rapide? Eh bien c'est le résultat d'une véritable tempête parfaite, la convergence de 3 forces. 1. La pression qui monte de l'intérieur, avec des peuples et des élites qui disent « ça suffit ». 2. Le choc terrible de la Seconde Guerre mondiale qui met les empires européens KO et brise leur prestige. Et 3. Un tout nouvel environnement international avec l'ONU, les USA et l'URSS où le colonialisme n'a tout simplement plus sa place. C'est cette combinaison qui explique la rapidité incroyable du processus. Et on termine avec la petite touche finale, l'ouverture, celle qui peut vraiment faire la différence dans une copie. On a parlé de l'indépendance politique, mais est-ce que ça suffit pour garantir une véritable indépendance économique? Est-ce que la domination n'a pas simplement changé de forme, de visage? C'est toute la problématique du néocolonialisme, un sujet qui reste brûlant d'actualité. C'est une excellente piste pour montrer que votre réflexion va plus loin. Voilà, j'espère que tout est plus clair. Bon courage pour vos révisions.